T'es-tu déjà demandé si l'univers est ton allié ou ton adversaire? Que penserais-tu si je te disais que tout dépend de la façon dont tu diriges ton esprit et tes émotions? Bienvenue, car dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment la philosophie stoïque et la loi de l'attraction peuvent transformer ta vie complètement. C'est ça, tu as bien entendu, cette sagesse ancienne a beaucoup à voir avec ce que tu attires vers toi. Imagine que tes pensées sont comme un jardin que tu cultives quotidiennement. Les graines que tu plantes, qu'elles soient positives ou négatives, pousseront et deviendront les expériences que tu vivras. Si tu sèmes des doutes et des peurs, ne sois pas surpris si ton jardin fleurit avec des problèmes et des préoccupations. Mais si tu sèmes la confiance et l'optimisme, tu verras comment l'univers te récompense avec une récolte abondante d'opportunités. Ce n'est pas une question de magie, c'est une loi naturelle. La philosophie stoïque nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment réagir. Alors, es-tu prêt à être le jardinier de ton propre destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Découvrons ensemble 11 principes qui t'aideront à cultiver la vie que tu désires vraiment. Et ne manque pas le principe numéro 8. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. N'oublie pas de suivre chaque leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé dont tu as besoin pour transformer ta vie. Commençons. 1. Les pensées et les émotions façonnent ta réalité. As-tu déjà pensé que tes pensées et tes émotions agissent comme le gouvernail d'un bateau qui guide ta vie? Cela peut sembler un peu philosophique, mais laisse-moi te l'expliquer autrement. Selon la philosophie stoïcienne, la manière dont nous contrôlons nos réactions et la façon dont nous interprétons le monde sont essentielles pour trouver la paix intérieure. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te donner un cours de philosophie ancienne. Je veux te montrer comment tes pensées et tes émotions affectent réellement ta vie quotidienne. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes des graines de pensées négatives et les arroses constamment, tu te retrouveras bientôt avec un jardin rempli de mauvaises herbes. En revanche, si tu décides de planter des graines de pensées positives et que tu en prends bien soin, ce jardin fleurira et sera rempli de belles fleurs. Il en va de même pour nos vies. Si nous laissons les pensées négatives dominer, le résultat est une vie pleine de problèmes et de préoccupations. Pour l'illustrer de manière plus pratique, pense à un réalisateur de cinéma. Si tu imagines tout le temps que ton film sera un échec, que les acteurs ne seront pas à la hauteur et que la critique sera dure, que crois-tu qu'il va se passer? Probablement que cette attitude négative affectera la qualité de ton travail et transformera tes pires craintes en réalité. C'est comme si l'univers te disait « C'est ce que tu veux? Très bien, ce sera comme ça. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que si tu penses à une vie parfaite, tout se réglera soudainement et que tu recevras une fortune. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de concentrer ton esprit sur ce que tu désires vraiment et de prendre des mesures qui te rapprochent de ces objectifs. Imagine tes pensées et tes émotions comme une boussole. Si tu pointes vers l'endroit où tu veux vraiment aller, il est plus probable que tu atteignes ce but. Mais si tu changes de direction continuellement, ne sois pas surpris si tu te retrouves perdu en chemin. Pour commencer, observe tes pensées et tes émotions comme un radar qui t'indique vers où tu te diriges. Es-tu en train de naviguer sur des mers de plaintes et de critiques? Ou es-tu en train de voguer sur des eaux tranquilles de gratitude et de positivité? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour changer de cap. Si tu te retrouves plongé dans des pensées négatives, il est temps de tourner le gouvernail. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Si tu t'inquiètes pour ta santé, au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, pense aux actions que tu peux entreprendre pour te rapprocher de tes objectifs. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements.
De la même manière, même si tu ne peux pas gérer chaque aspect de ta vie, tu peux choisir comment tu diriges tes pensées et tes émotions. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans une tempête de pensées négatives, souviens-toi que tu as le pouvoir de régler tes voiles et de changer de cap. Fais le premier pas vers une mentalité plus positive et vois comment, étonnamment, les choses commencent à s'emboîter d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tes pensées et tes émotions sont comme les outils avec lesquels tu construis l'édifice de ta réalité. Changer d'outil, c'est-à-dire changer tes pensées et tes émotions, peut t'aider à élever une structure plus solide et satisfaisante. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans notre capacité à diriger notre propre pensée. Comme l'a dit Carl Jung, tes pensées et tes émotions sont les outils avec lesquels tu construis ton destin. 2. Concentre-toi sur ce que tu désires pour le manifester. As-tu déjà essayé de faire un dessin détaillé avec un crayon sans pointe? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as l'intention de créer quelque chose de beau, mais tu n'obtiens que des lignes floues et sans forme. Maintenant, imagine que tes désirs sont ce dessin et que la loi de l'attraction est le crayon que tu utilises. Sans un crayon bien taillé et avec un but clair, ton dessin ne prendra jamais forme. Voilà comment fonctionne la clarté dans tes désirs. Si tu n'es pas précis, tu te contentes de griffonner sans direction, sans parvenir à un résultat significatif. Soyons honnêtes, nous avons tous des rêves et des objectifs que nous voulons atteindre. Peut-être veux-tu déménager dans une nouvelle ville, apprendre une nouvelle langue ou améliorer ta santé émotionnelle. Mais si ton objectif est aussi vague que de dire « je veux changer d'environnement », alors tu es sur une voie peu claire dès le départ. La loi de l'attraction, cette théorie bien connue qui suggère que penser à ce que tu désires fera en sorte que l'univers te l'accorde, nécessite plus que du simple désir. Et ce plus, c'est la spécificité. Voyons quelques exemples pratiques pour clarifier cela. Imagine que tu souhaites déménager dans une nouvelle ville. Si tu dis simplement « je veux déménager », l'univers pourrait t'emmener n'importe où, d'un petit village au milieu de nulle part à une ville côtière animée. Mais si tu exprimes en détail que tu cherches à déménager dans une ville au climat chaud, avec une communauté active et des opportunités pour ta carrière professionnelle, ta visualisation devient une carte claire pour l'univers. Ainsi, tu peux attirer l'endroit exact que tu désires au lieu de laisser cela au hasard. Il en va de même si tu veux apprendre une nouvelle langue. Dire « je veux apprendre une langue » est aussi imprécis que de dire que tu aimerais lire un livre sans préciser lequel. En revanche, si tu dis que tu veux apprendre le français parce que tu prévois de visiter Paris et que tu aimerais pouvoir communiquer avec les locaux et profiter pleinement de la culture, tu te fixes un objectif beaucoup plus clair. De cette façon, tu peux te visualiser parlant couramment et profitant de conversations enrichissantes pendant ton voyage. Et si nous parlons de développer une nouvelle compétence, le principe est tout aussi crucial. Il ne suffit pas de dire « je veux apprendre quelque chose de nouveau ». Tu dois être spécifique. Quelle compétence veux-tu développer? Combien de temps es-tu prêt à y consacrer? Si tu te fixes un objectif clair, comme apprendre à jouer d'un instrument en 6 mois en pratiquant 1 heure par jour, ton plan devient une stratégie concrète plutôt qu'un souhait sans direction. Comment peux-tu appliquer cette technique? D'abord, réfléchis à ce que tu désires vraiment. Écris tes objectifs de manière spécifique et visualise-les comme si tu les avais déjà atteints. Il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de croire que tu as déjà réussi. La clarté de tes objectifs est essentielle pour que la loi de l'attraction fonctionne. Définis bien tes objectifs pour que l'univers réponde avec la même précision avec laquelle tu t'exprimes. Comme l'a dit Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision avec laquelle on communique. 3. La croyance et la foi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent si inaccessibles, comme gravir une montagne sans l'équipement nécessaire? La raison est simple.
La croyance et la foi sont comme les outils essentiels pour gravir cette montagne. Sans elles, c'est comme essayer de monter les mains vides. Tes rêves ont besoin de croyances pour rester vivants. Sans cette foi, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois mouillé. La loi de l'attraction nous rappelle que la foi est cruciale. Si tu ne crois pas en tes rêves, c'est comme attendre de la musique sans jouer d'un instrument, ou chercher un trésor sans carte. Le manque de foi est le plus grand obstacle pour atteindre ce que tu désires. Pour changer une croyance négative en une croyance positive, tu n'as pas besoin d'un miracle. Cherche des exemples de personnes qui ont réalisé ce que tu désires. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de voir que c'est possible. S'entourer de gens qui croient en toi est aussi vital. Si tu es proche de personnes qui soutiennent tes objectifs, c'est comme avoir une équipe qui te pousse en avant. Garde une attitude optimiste. La vie peut être imprévisible, mais avec une mentalité positive, chaque défi te rapproche davantage de tes objectifs. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur la manière dont nous réagissons. Fais face aux défis avec courage et transforme les doutes en détermination. Ta croyance et ta foi sont les clés pour ouvrir le chemin vers tes rêves. Crois en tes possibilités, cherche l'inspiration, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et garde toujours une attitude positive. Ainsi, tu seras surpris de voir à quel point tu es proche d'atteindre tes rêves. Comme l'a dit Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quelle destination, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilisme. 4. La gratitude et l'appréciation. La gratitude, un mot qui semble être sur toutes les lèvres des conférences aux réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi elle est si importante? C'est comme si l'univers nous disait « Sois reconnaissant et plus de bonnes choses viendront ». Tu n'auras pas tout ce que tu veux, mais tu auras vraiment ce dont tu as besoin. Voyons cela de plus près. Exprimer sa gratitude peut sembler aussi simple que de dire « merci ». Mais quand tu le fais de tout cœur, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Imagine que tu es dans un café. Tu peux te plaindre parce que ta commande a pris du temps ou remercier le personnel pour ses efforts. Si tu choisis la gratitude, tu pourrais découvrir une nouvelle boisson ou recevoir une réduction. C'est ainsi que fonctionne la gratitude. Les bonnes attitudes attirent de bonnes réponses. Pense à la gratitude comme à maintenir un feu allumé lors d'une nuit froide. Si tu ne fais que te plaindre qu'il ne chauffe pas assez, le feu s'éteindra. Mais si tu apprécies chaque flamme et ajoutes du bois avec reconnaissance, ce feu grandira et te réchauffera. Lorsque tu apprécies ce que tu as, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt pour plus. Appliquer cela dans ta vie ne nécessite rien de compliqué, juste de la réflexion. Prends quelques minutes par jour pour penser à ce que tu as et à en être reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Cela peut être le confort de ton lit ou le goût de ton plat préféré. Tenir un journal de gratitude, en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, c'est comme créer une liste de trésors. Au lieu de simplement dire « je suis reconnaissant pour ma maison », dis « je suis reconnaissant pour la paix que je trouve dans ma maison ». Les détails rendent la gratitude réelle. Et pour ces jours difficiles, trouve quelque chose de petit que tu peux apprécier. Peut-être que ton train est arrivé en retard, mais tu as lu un bon livre en attendant. C'est comme porter un parapluie un jour de pluie. Il ne stoppe pas la pluie, mais il rend la journée plus supportable. La gratitude n'est pas seulement un joli mot, c'est une force qui transforme. En te concentrant sur ce que tu as déjà et en l'appréciant, tu élèves ton moral et ouvres la porte à plus de bénédictions. Alors, lorsque tu te sens coincé dans des pensées négatives, souviens-toi que ce que tu apprécies et remercies se multiplie. Comme le disait Marc Aurèle, « Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu obtiens. » 5. Le pouvoir d'agir. La loi de l'attraction, cette idée populaire selon laquelle tu peux réaliser n'importe quoi simplement en pensant positivement. Ça sonne fantastique, non? Mais que se passe-t-il lorsque, malgré le fait de visualiser la vie que tu veux, tu restes coincé dans la même routine?
La réalité est que les rêves ne deviennent pas réalité par magie. La clé réside dans l'action inspirée. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imagine la loi de l'attraction comme un échiquier. Tu peux planifier toutes les stratégies que tu veux, mais si tu ne déplaces pas tes pièces, la partie ne commence jamais. L'action inspirée est ce premier mouvement qui met en marche ta stratégie et te mène vers la victoire. Pensons à cela. Tu n'obtiendras pas cette promotion rêvée en restant assis à ton bureau, en attendant que quelqu'un remarque ton travail. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre de nouvelles compétences, prendre l'initiative et démontrer ta valeur. L'action inspirée est l'élan qui te fait avancer. C'est comme vouloir courir un marathon. Il ne suffit pas de s'imaginer franchissant la ligne d'arrivée. Tu dois t'entraîner, ajuster ton alimentation et sortir courir chaque jour. Oui, cela demande des efforts, mais les résultats en valent la peine. Alors, comment peux-tu appliquer cela à ta vie? Voici quelques exemples. D'abord, fais de petits pas vers tes objectifs. Ces pas sont comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour compléter une image. N'attends pas que tout se passe d'un coup. La constance est tout aussi importante que l'effort. Ensuite, suis tes passions. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie? Écouter ton cœur et agir en fonction de ce qui compte vraiment pour toi est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'on attend de toi, mais d'agir avec un but et une conviction. Et surtout, ne te rends pas. La patience est vitale, mais la persévérance est ce qui te gardera sur le chemin. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque petit progrès te rapproche de ton objectif. Comme l'enseignent les stoïciens, la force de volonté et la persévérance sont essentielles au succès. Alors, la prochaine fois que tu penses à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer ta vie idéale, mais de faire les pas nécessaires pour la construire. L'action inspirée n'est pas seulement un concept agréable, c'est le pont qui relie tes rêves à la réalité. Si tu veux voir des changements, arrête de rêver éveillé et commence à bouger. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste des efforts, de la passion et un peu de patience. Rappelle-toi, ce n'est pas la loi de l'attraction qui réalise les rêves, mais les actions que tu entreprends pour les accomplir. 6. Laisser derrière soi l'auto-limitation. T'es-tu déjà senti comme ton propre obstacle? Pas parce que tu te regardes dans un miroir, mais parce que, sans t'en rendre compte, tu te mets des bâtons dans les roues. L'auto-sabotage est comme un scénariste dans ta tête qui écrit des scènes où tu échoues toujours ou restes à la traîne. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Et il se peut que cela t'arrive aussi, même si tu ne t'en rends pas compte. L'auto-sabotage est comme un moustique qui bourdonne dans ton esprit, te murmurant que tu n'es pas assez capable, que le succès est pour les autres et pas pour toi. Cette voix intérieure agit comme un critique sévère, toujours prêt à pointer tes défauts et tes erreurs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer ce récit et prendre le contrôle de ton histoire? D'abord, tu dois reconnaître le problème. Observe ces pensées qui te freinent. C'est comme trouver une fuite dans le toit. Si tu ne sais pas qu'elle est là, elle continuera à causer des dégâts. C'est ici que la philosophie stoïcienne peut t'aider. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Si ton esprit est un chaos, utilise l'autodiscipline stoïcienne pour reprendre le contrôle. L'étape suivante consiste à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes de la peur et du doute, elles étoufferont toute possibilité de succès. Mais si tu plantes la confiance et la détermination, tu verras fleurir les réussites et la satisfaction. Ce changement ne se produit pas immédiatement, mais chaque pensée positive te rapproche d'une vie meilleure. Enfin, travaille sur ton estime de toi. La confiance en soi ne te sera pas donnée par quelqu'un d'autre, tu la construis toi-même. Il ne s'agit pas de chercher une validation extérieure, mais de croire en ta propre valeur. Si tu doutes de tes capacités, souviens-toi que tout commence avec ce que tu penses de toi-même.
Appliquer ces stratégies demande des efforts, mais tu as le pouvoir de changer ton récit. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce que nous pensons, ne fonctionne pas si tu es piégé dans l'auto-sabotage. Surmonter ces barrières mentales te place dans une meilleure position pour atteindre tes désirs. Rompre avec l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la boussole d'un bateau dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais de corriger la trajectoire. Alors si tu t'es auto-saboté, commence aujourd'hui. Le changement commence dans ton esprit. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, ce que tu penses, tu le deviens. Septembre, l'énergie que tu émets. T'es-tu déjà imaginé comme une antenne qui envoie des signaux à l'univers? Cela peut sembler étrange, mais reste avec moi. La loi de l'attraction, qui parfois semble tout droit sortie d'un conte, suggère que tout dans l'univers est énergie. Et toi, comme tout le monde, es une station de radio qui émet des ondes, attirant ce que tu désires ou ce que tu crains. Réfléchissons à cela. Tu es comme une radio qui diffuse une fréquence. Quand tu ressens de la gratitude et de la joie, ta fréquence est élevée comme une chanson joyeuse qui contamine tout le monde. Cela attire plus de moments heureux et de raisons de sourire, comme lancer une balle et la voir revenir avec la même énergie. Mais il y a des jours où tu veux te déconnecter, te plonger dans des pensées négatives. Nous y sommes tous passés. Cependant, lorsque tu t'immerges dans la négativité, tes ondes baissent, comme une chanson triste qui déprime. L'univers capte ces signaux bas et semble te renvoyer plus de raisons de te sentir mal. C'est comme être piégé dans une mauvaise fréquence. Consacre aussi du temps à ce qui te rend heureux. Cuisiner, te promener, écouter de la musique. Ces petites actions élèvent ton énergie et t'aident à te connecter avec le meilleur que l'univers a à offrir. Et ne sous-estime pas la méditation ou quelques minutes de respiration profonde pour recalibrer ton énergie. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de laisser les circonstances dicter ton humeur, prends le contrôle de ton énergie. Ne néglige pas les sentiments négatifs, mais ne laisse pas qu'ils définissent ta journée. Être conscient de l'énergie que tu émets est essentiel pour une vie plus épanouie. Bien que l'univers ne réponde pas toujours comme tu l'espères, maintenir une énergie positive t'assure une expérience plus satisfaisante. Rappelle-toi ce que tu émets et ce que tu attires. Alors, choisis bien ta fréquence. 8. Lâcher la résistance. Cela nous est tous arrivé. Tu es sur le point de faire un grand pas, mais quelque chose d'invisible te retient. Ce n'est pas une barrière physique, mais une que tu crées toi-même dans ton esprit. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne peux pas » juste au moment où tu t'apprêtes à essayer. Cette résistance n'est pas un ennemi évident, mais un ennemi silencieux qui freine ton avance et sape ta confiance. C'est comme courir un marathon avec les lacets défaits. Tu avances, mais tu trébuches continuellement. Pense à ta vie comme un vaste champ prêt à être exploré. Cependant, au lieu d'avancer librement, nous construisons souvent des murs chaque fois que nous ressentons l'élan de faire quelque chose de nouveau. Cette résistance est comme un gardien qui essaie de nous protéger de l'échec, mais elle nous empêche aussi d'atteindre le succès. Imagine que tu veux commencer un nouveau projet, mais au lieu de te concentrer sur les opportunités, tu t'inquiètes des échecs possibles. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant l'océan des possibilités, mais retenu par une corde de peur. Ou tu penses à changer une mauvaise habitude, mais tu ne vois que l'effort que cela nécessitera, comme porter un sac à dos plein de doutes en essayant de gravir une montagne. Pour surmonter cette résistance, tu dois d'abord la reconnaître. Comme un chien de garde qui te suit, comprendre qu'il est là te permet de le gérer. Réfléchis à ce qui te freine vraiment. Peur du changement, attachement à l'inconnu ou manque de confiance. Une fois que tu l'as identifié, ne lutte pas contre cela. Laisse-le simplement être et observe comment il s'efface. Imagine tes doutes comme des feuilles dans le vent. Tu les vois, mais tu n'as pas besoin de les attraper. Laisse-les partir pendant que tu te concentres sur tes vrais désirs. Te concentrer sur tes objectifs redirige ton énergie
vers ce que tu veux vraiment. Pense à la vie comme à une rivière. Au lieu de lutter contre le courant, apprends à couler avec elle. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Ainsi, au lieu de résister au changement, adapte-toi et avance. Au lieu de craindre ce que tu pourrais perdre, pense à ce que tu peux gagner. La résistance te maintient en place, tandis que l'acceptation et l'optimisme te poussent en avant. La résistance est comme une ombre qui vole ton énergie. Pour atteindre tes rêves, tu dois te libérer des peurs et des doutes qui te retiennent. Reconnais-les, laisse-les partir et concentre-toi sur ce que tu désires vraiment. Ainsi, non seulement tu appliqueras la loi de l'attraction de manière efficace, mais tu adopteras également un état d'esprit plus ouvert et flexible. Rappelle-toi, là où il y a résistance, il y a stagnation. Là où il y a fluidité, il y a croissance et succès. 9. L'art de la patience et du temps. Parlons de quelque chose que nous affrontons tous, mais que nous comprenons rarement complètement. Le temps. Ce concept insaisissable qui semble s'envoler quand on s'amuse et traîner lentement quand on attend. Nous souhaitons souvent avoir une télécommande pour avancer rapidement vers les bonnes parties de la vie, mais nous savons que ce n'est pas possible. Alors, au lieu de lutter contre le temps, pourquoi ne pas apprendre à nous déplacer en harmonie avec lui? Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, une vertu que nous admirons, mais que nous maîtrisons rarement. Imagine que tes objectifs sont comme un gâteau au four. Si tu essaies de précipiter le processus en augmentant la température, il est probable que tu finisses avec un désastre, un extérieur brûlé et un intérieur cru. La patience, en revanche, est comme cuisiner à feu doux. Elle permet à chaque ingrédient de se mélanger et de cuire à la perfection. Tout d'abord, tu dois faire confiance au processus. C'est quelque chose que les stoïciens ont très bien compris. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les résultats immédiats, seulement nos actions. Tu peux rassembler les meilleurs ingrédients et suivre la recette à la lettre, mais ouvrir le four à chaque minute ne fera pas cuire le gâteau plus vite. Un autre point important est d'éviter les comparaisons. Imagine que tu es dans une course, mais ce n'est pas une course ordinaire, c'est un marathon de longue distance. Chaque coureur a son propre rythme et son propre chemin. Se comparer aux autres, c'est comme courir en regardant sur les côtés au lieu de regarder devant soi. Cela te fait perdre ton focus et ton énergie. Au lieu de te préoccuper de qui est devant ou derrière, concentre-toi sur chaque pas que tu fais. Chaque kilomètre que tu avances est une réussite en soi. Célèbre chaque petit progrès que tu fais. Ceux-ci sont comme les marqueurs de kilomètres dans ta course. Ils peuvent ne pas te sembler beaucoup au début, mais chacun te rapproche de ton objectif. Il est facile de sous-estimer ces petits succès, mais ce sont eux qui comptent vraiment sur le long terme. C'est comme ces petites étincelles qui allument un grand feu. Une seule étincelle peut sembler insignifiante, mais beaucoup ensemble créent une grande chaleur. En relation avec la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées ont du pouvoir, mais nous ne pouvons pas oublier que l'action est ce qui fait vraiment la différence. Penser positivement et prendre des mesures constantes sont les vrais moteurs du changement. Alors, rêve en grand, mais agis avec patience et dévouement. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié qui t'aide à construire avec fermeté et solidité. La patience n'est pas seulement attendre sans rien faire. C'est comme planter un arbre. Tu n'attends pas qu'il pousse du jour au lendemain, mais chaque jour tu l'arroses et tu en prends soin parce que tu sais qu'avec le temps, il deviendra grand et fort. Reste concentré sur tes efforts, célèbre chaque petit succès et souviens-toi que la véritable magie réside dans le processus, pas dans la précipitation. Comme le disait un sage, la patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir attendre avec l'esprit calme et le cœur plein d'espoir. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient, souviens-toi que chaque seconde compte dans la cuisson de ton gâteau, dans la course de ta vie et dans la croissance de tes rêves. Ne précipite pas le processus, fais confiance, travaille et laisse le temps faire son œuvre. 10.
en harmonie avec la vie. As-tu déjà eu l'impression que tout conspirait contre toi? Peut-être as-tu perdu tes clés au moment où tu étais le plus pressé. Le bus est passé en avance et, pour couronner le tout, ton téléphone est tombé en panne de batterie. Il est facile de penser que l'univers te met à l'épreuve, mais si je te disais que ce n'est pas le cas, tu peux changer de perspective. Comment? Laisse-moi t'expliquer. Imagine que la vie est un voyage en voiture et que l'univers est la carte. Parfois, tu prends les mauvais chemins, tu trouves des détours inattendus ou tu restes coincé dans la circulation. Il ne s'agit pas de lutter contre le voyage, mais d'apprendre à l'apprécier, même quand il y a des contretemps. Même quand il semble que tu sois perdu, l'univers continue de te guider sur la bonne route. Tu as juste besoin d'ajuster ton point de vue. Pour aligner ta vie avec l'univers, il y a quelques pratiques simples que tu peux intégrer. Commençons par la pause consciente. Arrête-toi un moment et observe ton environnement, comme si tu lisais une carte pour te réorienter. Sentir le vent sur ton visage, écouter les sons de la nature, respirer l'air frais. Ces simples actes te connectent au présent et t'aident à réinitialiser ta boussole intérieure. Une autre façon efficace de t'aligner est de pratiquer la pleine conscience. Pense à cela comme ajuster la fréquence de ta radio pour éliminer les interférences. Quand tu es complètement présent, sans distraction, tu peux entendre clairement les signaux que l'univers t'envoie. Par exemple, pendant que tu prépares un repas, au lieu de te précipiter en pensant à ce qui suit, prête attention au son des ingrédients que tu coupes, à l'arôme qui se dégage, à la couleur des légumes. Chaque détail t'ancre dans le moment présent et améliore ta connexion avec ton environnement. En outre, considère le pouvoir de la visualisation. Imagine que tu as un phare intérieur qui guide ton chemin. En visualisant tes objectifs comme déjà atteints, tu allumes ce phare, envoyant à l'univers un signal clair de ton intention. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est comme programmer ton GPS interne vers ta destination. Enfin, adopte la gratitude comme un outil quotidien. Remercier même pour les petits événements, comme trouver une place dans le bus ou recevoir un appel d'un ami, envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cette attitude de gratitude non seulement te remplit d'énergie positive, mais influence aussi l'énergie autour de toi, créant un environnement plus accueillant et ouvert. La philosophie stoïcienne nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements, nous pouvons choisir notre réponse face à eux. Au lieu de voir les contretemps comme des ennemis, considère-les comme des leçons ou des détours qui peuvent te mener à des destinations inattendues. Aligner ta vie avec l'univers ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais que tu trouveras la paix sur le chemin que tu choisis de parcourir. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que tout est contre toi, souviens-toi que tu n'es pas en guerre avec l'univers. Tu es en voyage. Apprends à apprécier chaque détour et chaque arrêt inattendu et fais confiance au fait que chaque virage a sa raison d'être. L'univers n'est pas un obstacle, mais un guide dans ce grand voyage qu'on appelle la vie. Détends-toi, profite du paysage et laisse le chemin te mener là où tu dois être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Imaginez ceci, vous avez passé des décennies à travailler, à élever vos enfants, à construire une vie pleine de moments spéciaux et de souvenirs. Et maintenant, dans votre vieillesse, vous rêvez de vivre ces années dorées, entourées de votre famille, avec vos enfants et petits-enfants près de vous, dans une cohabitation quotidienne pleine d'amour et de compagnie. L'image est tentante, n'est-ce pas? Comme une scène sortie d'un film où les grands-parents vivent près de leurs enfants, partageant chaque jour avec eux, profitant de l'effervescence et de la chaleur familiale. Mais que se passe-t-il lorsque cette idée si parfaite se heurte à la réalité? Et si cette décision bien intentionnée de vivre près de vos proches se révélait plus compliquée que prévu?
Parfois, le rêve d'être proche peut se transformer en une cage dorée, où la liberté et l'indépendance se perdent, où les conflits générationnels émergent et où les finances se déstabilisent. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Elena, une femme qui pensait que s'installer près de sa fille serait la solution parfaite pour ses dernières années, mais qui a découvert que la proximité ne signifie pas toujours le bonheur. Accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir comment les meilleures intentions peuvent nous mener à des situations inattendues et pourquoi parfois un peu de distance est l'ingrédient secret d'une relation familiale plus forte et plus heureuse. Elena, une femme de 75 ans, avait passé une grande partie de sa vie dédiée à sa famille. Après la mort de son mari, elle se sentit plus seule que jamais dans la grande maison où ils avaient partagé tant de souvenirs. La maison, avec ses pièces remplies de souvenirs et ses longs couloirs vides, semblait plus grande et plus silencieuse chaque jour qui passait. Ses enfants vivaient dans différentes villes, occupés avec leurs propres emplois et familles. Et bien qu'ils lui rendaient visite de temps en temps, ces visites devenaient de plus en plus sporadiques. Elena passait ses journées à arroser les plantes de son jardin, mais sans la joie qu'elle ressentait autrefois en les voyant fleurir. C'est alors que sa fille cadette, Clara, lui suggéra de déménager plus près de chez elle. « Maman, tu serais plus près des enfants, et nous pourrions t'aider pour tout ce dont tu as besoin. De plus, tu ne serais pas seule, » lui dit Clara avec sincérité et affection. Les petits-enfants, Sofia et Matteo, sautaient de joie à l'idée d'avoir leur grand-mère à proximité. L'idée d'être proche de Clara et de ses petits-enfants semblait être la solution parfaite. Elena vendit sa maison et acheta un petit appartement à quelques rues de la maison de sa fille. Au début, tout se passa comme elle l'avait imaginé. Les dîners en famille, les après-midi à aider ses petits-enfants avec leurs devoirs et les promenades au parc devinrent sa nouvelle routine. Elle avait l'impression d'avoir retrouvé un but dans la vie, entourée de l'amour de sa famille. Les premiers mois furent comme un rêve. Les arômes de la cuisine de Clara remplissaient sa maison de souvenirs de repas en famille, et les rires des enfants résonnaient comme de la musique à ses oreilles. Leçon numéro 1. Quand la vie cesse d'être la vôtre. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'Elena ne commence à remarquer de petits changements. À mesure qu'elle s'impliquait davantage dans la vie quotidienne de Clara et de Roberto, son gendre, ses propres désirs et besoins commencèrent à s'effacer. Ce qui semblait au départ être un arrangement parfait devint rapidement une routine qu'elle ne contrôlait plus. Roberto, qui travaillait à domicile, préférait qu'Elena ne regarde pas la télévision à un volume élevé pendant la journée. Clara, souhaitant mieux organiser le temps familial, commença à planifier tous les repas et les activités, laissant peu de place à Elena pour prendre ses propres décisions. C'était comme si un arbre qui avait grandi librement dans une vaste forêt était transplanté dans un petit pot. Au début, l'arbre profitait du nouvel environnement, mais il se rendait vite compte que ses racines ne pouvaient pas s'étendre et que sa croissance était limitée. Elena, tout comme cet arbre, se sentit confinée et restreinte, remarquant que sa vie ne lui appartenait plus vraiment, mais était façonnée par les besoins et les préférences des autres. Elena commença à se rendre compte qu'elle n'avait plus de contrôle sur sa propre vie quotidienne. Ses journées étaient dictées par les horaires de Clara et les besoins de ses petits-enfants. Même les petits plaisirs, comme décider quoi manger ou quand sortir se promener, étaient désormais des décisions prises en fonction de ce qui convenait aux autres. Ce changement, bien qu'il semblât insignifiant au début, commença à lui peser, comme un fardeau invisible qui grandissait jour après jour. Elle se rendit compte qu'elle avait perdu la capacité de faire des choses pour elle-même, de vivre sa vie selon ses propres termes. C'était une sensation étouffante, comme si elle était piégée dans une cage dorée. De plus, Elena remarqua que chaque fois qu'elle essayait de reprendre certaines de ses activités ou routines précédentes,
il y avait toujours une excuse ou un commentaire de Clara ou de Roberto qui la faisait changer d'avis. « Maman, ne va pas au marché aujourd'hui, il pleut beaucoup et tu pourrais attraper froid. » Ou « Ne t'inquiète pas pour la cuisine, on s'en occupe nous-mêmes. » Bien que ces phrases soient dites avec de bonnes intentions, pour Elena, elles ressemblaient à des chaînes qui la liaient de plus en plus à une vie qu'elle ne sentait pas comme la sienne. Alors, vous êtes-vous déjà senti limité ou restreint par les décisions des autres? Ce manque d'autonomie peut vous faire sentir piégé. Pour retrouver votre indépendance, il est important de communiquer vos désirs et d'établir des limites claires. Cela vous aidera à maintenir un équilibre sain entre la proximité avec vos proches et la préservation de votre liberté personnelle. Leçon numéro 2. Se connecter à travers les époques. Au fil des mois, Elena commença à percevoir un fossé de plus en plus grand entre sa façon de voir la vie et celle de sa fille. Clara et Roberto, tous deux dans la quarantaine, avaient des idées très différentes sur l'éducation des enfants, le travail et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Elena, avec son expérience et sa sagesse, offrait souvent des conseils sur la façon dont elle gérait les choses quand ses enfants étaient petits. Mais Clara, avec son style plus moderne, le voyait parfois comme une ingérence plutôt qu'une aide. « Maman, les choses ne sont plus comme avant », lui disait Clara à plusieurs reprises, essayant de rester patiente. Elena sentait que ses conseils, issus d'années d'expérience et d'amour, étaient négligés par ses enfants. Cette situation était comme deux lignes de train qui, à l'origine, étaient parties de la même gare, mais qui, avec le temps, avaient pris des routes très différentes. Bien que leur chemin se soit croisé à un moment donné, ils prenaient désormais des directions opposées. Elena et Clara avaient des points de vue si éloignés qu'il était difficile de trouver un terrain d'entente, ce qui générait des conflits constants. Elena se souvenait avec nostalgie de ses propres jours de maternité, lorsque les choses semblaient plus simples. Mais maintenant, en voyant Clara et Roberto naviguer dans le monde moderne, rempli de nouvelles technologies et d'attentes différentes, elle se rendit compte que ces méthodes n'étaient plus applicables. Cela la faisait non seulement se sentir hors de propos, mais aussi un peu perdue dans un monde qu'elle ne comprenait plus tout à fait. C'était comme si le temps l'avait laissée derrière, comme une pièce de puzzle qui ne s'adaptait plus à la nouvelle image de la vie familiale qui s'était formée autour d'elle. De plus, Elena remarqua que même les décisions les plus petites, comme l'utilisation du temps libre ou la façon d'interagir avec les voisins, étaient des points de friction. Elle préférait des conversations longues et profondes, tandis que Clara et Roberto, immergés dans leurs téléphones et leurs agendas numériques, valorisaient l'efficacité et l'immédiateté. Ces chocs culturels et générationnels la faisaient se sentir comme si elle parlait une langue différente, une langue que sa propre famille ne comprenait plus. Alors, avez-vous déjà vécu un conflit générationnel au sein de votre famille? Il est normal que différentes générations aient des points de vue différents. Pour gérer ces différences, il est important de pratiquer l'empathie et d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. Accepter que chaque génération a ses propres défis et sa propre vision du monde peut aider à réduire les tensions et à renforcer les relations familiales. Leçon numéro 3. Quand l'amour devient un fardeau. La tension grandissait lentement. Elena voulait aider, mais elle avait l'impression d'être toujours dans le chemin. Chaque fois que Clara élevait la voix contre ses enfants, chaque fois que Roberto fermait la porte de son bureau avec un soupir de frustration, Elena sentait que c'était de sa faute. Les dîners en famille, qui auparavant étaient pleins de rires, devinrent de plus en plus tendus. Elena commença à sentir qu'elle devait marcher sur des œufs, pesant chaque mot pour ne pas offenser ou déranger qui que ce soit. Elle se retrouvait piégée dans une situation où chaque action semblait être la mauvaise. C'était comme marcher sur un lac gelé. Bien que la surface paraisse solide, un faux pas pourrait briser la glace et la faire tomber dans des eaux glacées. Cette vigilance constante l'épuisait émotionnellement,
lui donnant l'impression d'être toujours au bord d'un effondrement. De plus, la charge émotionnelle était comme un sac à dos lourd qu'elle portait partout. À chaque commentaire indésirable ou regard gêné, un autre poids s'ajoutait à ce sac, la faisant se sentir de plus en plus épuisée. Elena se rendit compte qu'elle sacrifiait sa paix intérieure dans une tentative de maintenir l'harmonie, ce qui la faisait se sentir de moins en moins comme la personne qu'elle avait été et de plus en plus comme une version fatiguée et frustrée d'elle-même. Elle avait l'impression de perdre sa capacité à profiter de la vie, comme si elle était dans un état constant d'alerte, prête à désamorcer toute bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose. Elena commença aussi à remarquer que ses petits-enfants, bien qu'ils l'aimaient, commençaient à la voir comme une figure d'autorité supplémentaire dans leur vie, une personne de plus qui pouvait imposer des limites ou réprimander. Ce rôle non désiré augmentait le poids émotionnel sur elle, qui s'inquiétait maintenant non seulement de ses propres actions, mais aussi de la façon dont ses mots et comportements affectaient les plus jeunes. Son désir d'être la grand-mère affectueuse et amusante que tout le monde adorait semblait de plus en plus lointain, transformé par la nécessité de s'adapter aux attentes familiales. Alors, vous êtes-vous déjà senti émotionnellement épuisé en essayant de plaire aux autres? Ce type d'épuisement peut être très usant. Pour alléger la charge émotionnelle, il est essentiel de reconnaître ses propres limites et de communiquer clairement ses besoins aux autres. De cette manière, vous pouvez mieux prendre soin de vous tout en maintenant des relations saines avec les autres. Leçon numéro 4, maintenir des limites dans votre espace personnel. L'appartement d'Elena, bien que petit et confortable, semblait toujours plein de monde. Ses petits-enfants entraient et sortaient, laissant leurs affaires partout, comme s'il s'agissait d'une extension de leur propre maison. Clara passait presque tous les jours, souvent sans prévenir, pour vérifier comment allait sa mère ou pour lui demander de l'aide pour une tâche quelconque. Elena appréciait l'attention, mais elle se sentait aussi submergée. Elle n'avait pas un moment pour elle-même, pour s'asseoir en silence et lire un livre ou simplement profiter de la paix et de la tranquillité. Elle se rendit compte que sa vie privée avait disparu et avec elle, son sentiment d'autonomie. Elle avait l'impression de vivre dans une maison de verre au milieu d'une place publique. Peu importait la beauté du paysage, elle était toujours exposée, sans endroit où se cacher. Sa vie, autrefois privée et sereine, était désormais visible de tous, et cette exposition constante la faisait se sentir vulnérable. Parfois, Elena essayait de se réfugier dans sa chambre, espérant trouver un peu de calme. Mais même là, les bruits de la maison continuaient de se faufiler, comme le murmure d'une conversation qui ne finissait jamais. L'invasion de son intimité était comme une rivière qui débordait, inondant chaque recoin de son espace personnel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul endroit sec où elle pouvait être seule avec elle-même. Ce manque de vie privée lui volait son sentiment d'indépendance, lui donnant l'impression que sa vie ne lui appartenait plus. Elena commença également à remarquer que chaque visite inopinée ou chaque intrusion dans son espace personnel ressemblait à une violation. Dans son désir de se rapprocher de sa famille, elle avait perdu la capacité de fermer la porte et d'avoir un moment pour elle. Elle se rendit compte que son foyer, qui avait autrefois été son refuge et son lieu de repos, n'était plus qu'une extension de la maison de sa fille. Un espace partagé où elle n'avait aucun contrôle sur qui entrait ou sortait. Cette perte d'intimité était comme une couverture humide qui s'accrochait à elle et la refroidissait, lui enlevant la chaleur et la sécurité de son propre espace. Alors, avez-vous déjà ressenti que votre espace personnel avait été envahi? Cette invasion peut affecter profondément votre bien-être. Pour protéger votre vie privée, il est essentiel d'établir des limites claires et de communiquer vos attentes aux autres. Vous assurer d'avoir du temps et de l'espace pour vous-même vous aidera à maintenir un équilibre sain dans vos relations. Leçon numéro 5, évitez la dépendance émotionnelle.
Bien qu'elle ait économisé soigneusement pendant sa vie active, Elena commença à dépendre émotionnellement de Clara et de sa famille. Elle se mit à espérer que Clara et Roberto lui tiendraient compagnie tous les soirs ou l'inviteraient à toutes les sorties familiales. Elle se trouvait de plus en plus contrariée lorsqu'on ne l'incluait pas, et elle se rendit compte que cette dépendance affectait son estime de soi. Elle se demandait si elle faisait bien de dépendre autant de sa fille et si elle ne devrait pas essayer d'être plus indépendante. Elle se rendit compte que cette dépendance émotionnelle la faisait se sentir moins sûre d'elle, comme si elle ne pouvait plus apprécier sa propre compagnie. C'était comme une plante qui dépend d'un seul type de lumière pour croître. Quand cette lumière s'éteint, la plante ne sait pas comment survivre dans l'obscurité. Elena, en dépendant tellement de sa famille pour son bonheur, avait oublié comment prendre soin d'elle-même dans la solitude, perdant sa capacité à s'épanouir par ses propres moyens. La dépendance était aussi comme une canne qui, au lieu de l'aider à marcher, la faisait perdre la force dans ses propres jambes. Chaque fois qu'elle dépendait de Clara pour de la compagnie ou du soutien, elle sentait qu'elle s'affaiblissait un peu plus, que sa capacité à être indépendante s'érodait lentement, comme une pierre usée par l'eau. Elle commença à sentir que, dans sa quête de compagnie, elle avait perdu sa capacité à être heureuse par elle-même, comme si son bien-être émotionnel était lié à la présence de sa famille. De plus, Elena remarqua que sa dépendance n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique. Au lieu d'apprendre à gérer les nouvelles technologies par elle-même, elle préférait demander de l'aide à Clara ou à ses petits-enfants. Ce confort se transforma en piège, la faisant se sentir de plus en plus inapte et incapable de gérer sa propre vie. C'était comme si elle devenait un bateau sans gouvernail, se laissant porter par le courant des décisions des autres, plutôt que de naviguer fermement vers où elle voulait vraiment aller. Alors, dans quels aspects de votre vie vous sentez-vous dépendant des autres? La dépendance excessive peut limiter votre croissance et votre autonomie. Pour renforcer votre indépendance, il est important de développer de nouvelles compétences et de chercher des activités qui vous font sentir compétent et confiant. Cela vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie et à construire une base plus solide pour votre bien-être. Leçon numéro 6. Ne pas se perdre dans le rôle familial. Elena avait toujours été une femme active, connue pour son amour du jardinage et son bénévolat à la bibliothèque locale. Maintenant, ses passe-temps semblaient lointains. La majeure partie de son temps était consacrée à sa famille, et elle se rendit compte qu'elle n'avait plus ni le temps ni l'énergie de se consacrer aux choses qu'elle aimait autrefois. Un jour, elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. « Où est la femme que j'étais ?» se demanda-t-elle, ressentant une profonde tristesse pour la perte de son identité. Elle aimait passer ses après-midi dans son jardin, entourée de fleurs qu'elle avait elle-même cultivées, ou de longues heures à la bibliothèque, aidant les autres à trouver leur prochaine grande lecture. Maintenant, ces moments de réalisation personnelle s'étaient évanouis, remplacés par une routine qui ne la comblait pas. C'était comme une peinture vibrante qui, avec le temps, avait été recouverte de couches de poussière. Bien que la peinture soit toujours là, sa véritable beauté et ses couleurs éclatantes étaient cachées, estompées par la poussière accumulée. Ainsi, l'identité d'Elena s'était cachée sous les responsabilités et les attentes qui n'étaient pas vraiment les siennes. Elena se sentait comme un livre oublié sur une étagère, dont l'histoire était recouverte d'une couche de poussière que personne ne prenait la peine de retirer. Les pages de sa vie, qui avaient autrefois été remplies d'aventures et de succès, étaient maintenant fermées, et elle se sentait de plus en plus comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le manque de temps pour elle-même et l'absence d'activité qui la faisait se sentir vivante la transformaient en l'ombre de son ancien moi. Au fil des jours, Elena commença à remarquer de petits signes de son effacement personnel. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait passé du temps dans son jardin, ni du dernier livre qu'elle avait lu pour le simple plaisir.
Ses mains, qui autrefois étaient fortes et habiles avec les outils de jardinage, se sentaient maintenant maladroites et peu habituées. C'était comme si les racines de son identité se desséchaient, et chaque jour qui passait sans les arroser les faisait se flétrir un peu plus. De plus, Elena commença à ressentir que son identité était lentement effacée par les attentes des autres. Chaque fois que Clara la présentait comme la grand-mère qui aide à tout, elle avait l'impression qu'une partie de sa véritable essence se dissipait. Elle se rendit compte qu'elle n'était plus vue comme Elena, la femme forte et indépendante qu'elle avait été toute sa vie, mais simplement comme une extension de la famille de Clara. Cette perte d'identité la faisait se sentir invisible, comme si son véritable moi se fondait dans le fond d'une photographie de famille. Alors, avez-vous l'impression d'avoir perdu une partie de votre identité en essayant de plaire aux autres? Il est facile de perdre de vue qui nous sommes lorsque nous essayons de nous conformer aux attentes des autres. Pour redécouvrir votre identité, il est important de consacrer du temps aux choses qui vous passionnent et de vous rappeler ce qui vous rend unique. Reconnecter avec vos intérêts et vos valeurs vous aidera à vous sentir plus authentique et satisfait de votre vie. Leçon numéro 7. Le délicat équilibre de la cohabitation. La présence constante d'Elena dans la vie de Clara et Roberto commença à affecter leur relation. Roberto, qui accordait de l'importance à son temps en famille, commença à se sentir frustré par le manque de vie privée chez lui. Clara, voulant plaire à tout le monde, se retrouvait stressée et épuisée. Les petites tensions se transformaient en grandes disputes, et chaque membre de la famille ressentait la pression de maintenir l'harmonie. Elena, qui n'avait jamais voulu être un fardeau, commença à se sentir coupable des problèmes qu'elle causait, même si ce n'était pas intentionnel. Les désaccords mineurs sur des sujets comme le choix du repas du soir ou l'organisation du temps libre se transformaient en conflits plus importants. C'était comme une corde tendue à l'extrême. Chaque petite friction ou malentendu ajoutait de la pression. Et finalement, la corde se rompait sous la tension. Elena se rendit compte qu'en étant si proche, elle mettait trop de pression sur les relations familiales, rendant tout le monde plus tendu et moins heureux. C'était comme si tout le monde marchait sur une corde raide, essayant de garder l'équilibre sans tomber. Chaque mouvement d'Elena, chaque parole, semblait être une rafale de vent menaçant de déstabiliser la corde, augmentant le sentiment d'instabilité et faisant que tous se sentent incertains de leur place dans la famille. Cette tension constante créait un environnement où chaque membre de la famille avait l'impression d'être sur le point de perdre quelque chose d'important, rendant la cohabitation de plus en plus difficile. De plus, Elena remarqua que les frictions constantes n'affectaient pas seulement sa relation avec Clara et Roberto, mais aussi avec ses petits-enfants. Ce qui était autrefois des moments de plaisir et de partage se transformait en instants tendus et chargés de malaise. Elena commença à sentir que les étreintes étaient moins chaleureuses et les conversations moins spontanées. C'était comme si une ombre s'était posée sur la famille, obscurcissant les liens qui les unissaient autrefois avec amour et compréhension. L'impact sur les relations s'étendit au-delà du foyer immédiat. Elena commença à remarquer que ses amitiés souffraient aussi. Avant, ses amis la voyaient comme une femme indépendante, avec des histoires intéressantes et des opinions solides. Maintenant, les rares fois où elle parlait avec eux, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus grand-chose à raconter, à part les activités quotidiennes de sa famille. Cette perte de connexion avec ses amis la faisait se sentir plus isolée et seule, comme si elle perdait non seulement sa famille, mais aussi elle-même. Alors, avez-vous remarqué que vos relations ont été affectées par le manque d'espace personnel ? Les relations peuvent se tendre lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour chaque individu. Pour améliorer la dynamique familiale, il est crucial de créer du temps et de l'espace pour chaque membre de la famille, en favorisant l'indépendance et en respectant la vie privée. De cette façon, on peut maintenir un équilibre sain et renforcer les liens familiaux,
Leçon numéro 8. Des espaces pour s'épanouir à l'âge d'or. Elena commençait à regretter les jours où elle pouvait décider elle-même de la façon de passer son temps. Elle voulait reprendre ses anciens passe-temps, se faire de nouveaux amis et sentir qu'elle évoluait personnellement. Cependant, la proximité de sa famille et la dépendance qu'elle avait développée l'empêchaient de rechercher ses opportunités. Chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose par elle-même, elle avait l'impression d'abandonner sa famille, qui semblait toujours avoir besoin d'elle. Elle regrettait le sentiment d'accomplissement qu'elle ressentait lorsqu'elle terminait un projet de jardinage ou lorsqu'elle voyait l'impact positif de son travail bénévole. Elle se rendit compte que, sans espace pour sa croissance personnelle, elle stagnait émotionnellement et spirituellement. C'était comme un poisson qui a trop grandi pour son aquarium. Au début, l'aquarium semblait suffisant, mais à mesure que le poisson grandissait, l'espace devenait limitant, l'empêchant de se déplacer librement et d'explorer son environnement. De la même manière, Elena se sentait piégée dans un espace qui ne lui permettait plus de grandir ou d'expérimenter de nouvelles choses. Le désir d'Elena de reprendre ses passe-temps était comme une petite flamme qui essayait de survivre au milieu d'un vent fort. Chaque fois qu'elle essayait de l'alimenter, il semblait que le vent l'éteignait, la faisant se sentir de plus en plus incapable de raviver sa passion pour les choses qui lui apportaient de la joie. Elle avait l'impression que sa capacité à grandir et à apprendre s'évanouissait, comme une plante qui se flétrit sans eau ni lumière. Elena commença également à remarquer que, malgré le fait d'être entourée de sa famille, elle se sentait plus seule que jamais. Le manque de croissance personnelle lui donnait l'impression d'être une plante coincée dans un pot trop petit, sans espace pour étendre ses racines ou fleurir. La sensation d'être piégée, de ne pas pouvoir grandir au-delà de son environnement immédiat, la rendait désespérée et anxieuse. Chaque jour qui passait, sans qu'elle n'apprenne quelque chose de nouveau ou sans qu'elle ne vive une expérience significative, était un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Alors, avez-vous l'impression d'avoir suffisamment d'espace pour grandir et vous développer personnellement? La croissance personnelle est essentielle pour se sentir épanoui et satisfait de sa vie. Pour créer plus d'opportunités de croissance, il est important de rechercher de nouvelles activités et centres d'intérêt qui vous défient et vous motivent. S'impliquer dans des projets qui vous passionnent vous aidera à vous sentir plus épanoui et heureux. Leçon numéro 9. Évitez les erreurs financières à l'âge d'or. En plus des défis émotionnels, Elena commença à remarquer que vivre si près de sa fille affectait ses finances. Bien que Clara et Roberto n'attendent pas qu'elle contribue financièrement, Elena se sentait obligée de le faire. Elle achetait des cadeaux pour chaque occasion, aidait aux dépenses du ménage et contribuait aux activités de ses petits-enfants. Petit à petit, elle se rendit compte que son indépendance financière était également en danger, ce qu'elle n'avait jamais prévu lorsqu'elle avait décidé de s'installer près de sa fille. Elle remarqua que, malgré ses meilleures intentions, elle dépensait plus que ce qu'elle avait prévu et que ses économies, soigneusement mises de côté pour sa retraite, commençaient à diminuer plus rapidement que prévu. C'était comme un bateau naviguant sans ancre dans une mer agitée. Chaque dépense imprévue était comme une vague qui poussait le bateau hors de son cap, menaçant de le faire chavirer. Elena se rendit compte que, sans plan financier solide et sans limite claire, elle était à la dérive, utilisant ses ressources beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'avait anticipé. La peur d'Elena de manquer d'argent était comme une ombre qui la suivait partout. Chaque fois qu'elle pensait à ses économies qui diminuaient, elle sentait que cette ombre grandissait, obscurcissant ses pensées et la remplissant d'une anxiété qui lui volait sa tranquillité. Elle savait qu'elle devait prendre des mesures pour protéger son avenir financier, mais la préoccupation constante rendait difficile de se concentrer sur des solutions pratiques. De plus, Elena commença à ressentir la pression de répondre à certaines attentes familiales. Elle voulait être généreuse et participer aux activités et célébrations familiales. Mais chaque fois qu'elle le faisait, son compte bancaire en souffrait,
Cette situation lui rappelait un puits qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Chaque dépense, aussi petite soit-elle, s'ajoutait, et bientôt, elle se rendit compte qu'elle mettait en péril sa stabilité financière, ce qui la remplissait d'une inquiétude constante pour son avenir. Elena se rendit aussi compte que son désir de ne pas être un fardeau financier pour sa famille la conduisait à faire des sacrifices qui affectaient son bien-être. Elle évitait d'acheter des choses dont elle avait besoin ou s'abstenait de sortir manger avec des amis pour économiser de l'argent. Mais chaque fois qu'elle faisait cela, elle avait l'impression que sa qualité de vie se détériorait. C'était comme si elle marchait sur une corde raide financière, essayant de maintenir l'équilibre, tandis que le vent soufflait de plus en plus fort, menaçant de la faire tomber. Alors, comment gérez-vous vos finances personnelles pour assurer votre stabilité future? Il est crucial d'avoir un plan financier solide et d'éviter les dépenses inutiles qui pourraient mettre en péril votre stabilité. Pour protéger votre bien-être financier, il est important d'établir un budget et de s'y tenir, en s'assurant que vos décisions financières sont alignées sur vos objectifs à long terme. Cela vous aidera à maintenir une base solide et à éviter les préoccupations inutiles pour votre avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.